les vaches et la R16. Renault. Elles prennent leur temps, les vaches. Leurs hanches pointues lèvent les mains en cadence vers le ciel bleu des mouches. L'une ou l'autre arrête son déhanchement et lève une queue débonnaire pour flister son jus de chic vert sombre qui dégouline entre ses fesses squameuses. On s'y croirait. Hein. La route en a vu d'autres. Bouse séchée, crapaud aplati, tout sec. Leurs sabots cloquent-claquent le vieux goudron, comme les talons de ma mère sur le parquet. Géante blanche et noire, au globe scié, devais-je vous craindre? La main tranquille tient sous l'aisselle un bâton de noisetier où le chiffon affirme son rouge. Ne pas les craindre. Juste éviter que l'une ou l'autre s'échappe dans un tocard. Ne pas craindre non plus la R16 qui, derrière nous, roule au pas, s'impatiente un peu, se rapproche. Vache, R16, pourrions-nous faire accélérer les vaches? Quand même, une R16? Non. Le chiffon rouge connaît son droit et le rythme du monde. Toute action doit s'accomplir dans le temps qui lui sert d'écorce. Devant nous, ne pas nous inquiéter des vaches qui avancent. Derrière nous, ne pas nous inquiéter de la R16 qui attendra. Qui que nous soyons, notre grande responsabilité est d'apprendre. Apprendre à jouer avec ces rythmes, s'adapter et flotter sur les sèves. Plus tard, je connaîtrai les chemins de halage, de l'Aulne, du Blavet, du Léguerre, de la Seine, de la Liffey, de la Tamise, et je mènerai les fleuves à leur pâture, à mes craintes évaporées. C'est con. Laisser au tissu de la parole toute sa porosité, toute son élasticité. Prendre le virage de l'élan sur toutes les échelles, tous les niveaux. Coincer des bulles dessinées, essaimer dans toutes les circonstances, toutes les histoires. Passer de fil en aiguille par tous les trous, toutes les fissures. Puis, les vérifications effectuées, empruntâmes un long corridor avant d'arriver sur l'élevage proprement dit. En enfilade de volumineuses cages de plexiglas translucides où des micros captaient les sons intérieurs et les diffusaient dans les travées plastifiées et d'une propreté de laboratoire, je tiens à le signaler. Dans la première cage, il y avait 3 couples à la peau plutôt sombre, tassés dans le fond de la vaste cellule, recroquevillés ensemble, mâchonnant lentement quelque chose
semblait léthargique, lointain, vague, absent. Il grommelait des insignifiances. Mon épouse et moi, nous regardâmes, pensâmes à quelque effet de calmant chimiquement inoculé, et puis au barème, quota, parité, diagramme, la norme. Mon épouse et moi continuâmes vers la seconde cellule. Elle contenait 3 mâles et 5 femelles. Tous avaient la peau claire, étaient rasés de partout, sans doute pour combattre les parasites et leurs bactéries mutantes aux ardeurs renouvelées. À part un mâle robuste et souple, tous étaient assis ou couchés sur le dos. Une femelle mâchonnait un brin de paille. Le grand mâle baissait et relevait la tête sans interruption. Il paraissait propre, le breuvage était clair et les gamelles pratiquement vides. Très impressionnant le tableau. Il s'en détachait un sentiment d'insouciance, qu'on eût dit de bien-être. On aurait même pu entendre un marmonnement de vagues rengaines populaires si le terme populaire avait encore eu un sens. Alors, mon épouse et moi, rassurés, prolongeâmes notre visite vers la dernière cellule où étaient mélangés des individus plus clairs avec des individus plus sombres, aux chevelures ébouriffées, aux faciès grimaçants, aux yeux injectés d'on ne sait quoi. Une jeune femelle se rapprocha de la vitre, nous séparant, et fit un geste obscène qu'elle soutint. Un mâle, aux génitoires épanouis, surenchérit et nous montra son majeur droit, qu'il tint longtemps, tendu, dans notre direction. Mais quel culot! Dans le coin gauche, vaguement dissimulé, un couple forniquait de manière somme toute décente. Et oui, les besoins de la reproduction, la raison même du projet. Mon épouse et moi, comme nous observions attentivement et comme grisés la diversité de ses comportements, fîmes tout à coup un pas en arrière puis deux. Un autre mâle s'était levé, comme fâché, très fâché, avait foncé vers nous, la langue immense, sorti, s'était mis à crier des semblants de rage, puis à hurler « Ta tête, mon cul! Ta tête, mon cul! Ta tête, mon cul !» Ou quelque chose du même acabit, difficilement traduisible. Alors les autres le rejoignirent, tous et toutes de crier, de nous montrer leurs fesses, leurs parties génitales avec des mouvements de bras évocateurs que, ici, je tente d'imiter maladroitement. Mon Dieu. Mon Dieu. Aussitôt, il fut injecté dans la cellule un gaz pacifiant au relent de chanvre indien, et tous et toutes retournèrent paisiblement se rasseoir dans la paille fraîche et dorée comme de la brioche. Mon épouse et moi rebroussâmes chemin en admettant que l'élevage d'humains sur paille était très convaincant, que cela donnait d'évidence de meilleurs résultats que sur caillebotis, et qu'il fallait encourager les nouveaux choix gouvernementaux. Néanmoins,
regagnant notre domicile, mon épouse, Eva, me dit « Tu sais, Rodolphe, tout à l'heure, à travers la vitre blindée, je me demandais, finalement, qui regardait qui ?» Eva, mon épouse a toujours en elle quelque chose d'ancien, comme des questionnements archaïques, tellement désuets, tellement... Merci beaucoup.